Première histoire. Mon ex, qui se croit tout permis, a offert une voiture en cadeau à mon fils. J'ai déclaré qu'elle faisait partie des biens du ménage, j'ai interdit à mon fils d'aller chercher sa petite amie avec, et je lui ai dit que le siège avant m'était destiné et m'était toujours réservé. Il a boudé et a refusé, alors je lui ai retiré sa voiture en guise de punition. Maintenant, mon fils m'a abandonné et mon ex menace d'appeler la police. J'ai 42 ans, bref. Mon fils Lucas a 17 ans. Son jeune frère, Léo, en a 15. Lucas sort avec Manon, qui a aussi 17 ans, depuis environ 6 mois. Le père de Lucas et moi sommes divorcés depuis des années. Les enfants vivent principalement avec moi. Leur père est plutôt le genre de parent au week-end sympa, cadeau, pas de règles. Je gère les emplois du temps scolaire, la discipline, les rendez-vous, les factures, tout le reste. Cette différence a son importance ici. Il y a quelques mois, le père de Lucas lui a acheté une voiture toute neuve pour son anniversaire. Je n'y ai pas contribué financièrement, mais Lucas vit toujours sous mon toit. Je paie tout le reste dans sa vie. L'entente était simple. Il peut utiliser la voiture, mais il est encore mineur et il y a des attentes. Presque immédiatement, la voiture est devenue un problème à cause de Manon. Dès le début de leur relation, Manon a pris le siège passager avant comme s'il lui était titré. Je l'ai remarqué très tôt, mais je n'en ai pas fait toute une histoire les premières fois. Ce qui me dérangeait n'était pas seulement qu'elle s'y asseye, c'était l'automatisme de la chose, comme si personne d'autre n'existait. Si Léo montait avec eux, Lucas lui disait de passer à l'arrière. Il ne demandait pas, il ordonnait. Quand je montais avec eux occasionnellement, l'attente était la même. Manon devant, moi derrière. Je n'ai pas accepté ça sans rien dire. J'ai dit à Lucas plusieurs fois que je trouvais ça impoli. J'ai expliqué que dans ma famille, les adultes n'étaient pas relégués sur la banquette arrière pour qu'une adolescente puisse revendiquer l'avant. Je n'ai pas été élevé comme ça, et je n'ai pas élevé mes enfants comme ça non plus. Lucas le savait. Manon le savait aussi. Je n'ai jamais été subtil à ce sujet. Le truc avec Manon, c'est qu'elle ne discute pas ouvertement. Elle fait juste ce qu'elle veut et laisse Lucas se disputer pour elle. Elle se glisse sur le siège avant, boucle sa ceinture, met ses écouteurs et regarde droit devant elle comme si le problème ne la concernait pas. Ce calme suffisant m'exaspère plus qu'un manque de respect ouvert. Il y avait d'autres choses aussi. Elle entrait chez moi sans dire bonjour. Elle se servait dans le frigo sans demander. Une fois, elle m'a reprise sur la prononciation de son nom de famille devant ma sœur. Rien de tout cela n'était explosif, mais ça s'accumulait. Chaque fois que je soulevais un point, Lucas agissait comme si je cherchais la petite bête le jour où tout a explosé avait commencé normalement. Lucas et Manon sortaient faire des courses et traînaient près du centre commercial. J'avais besoin d'y aller pour effectuer 2 retours, acheter des provisions et quelques articles que je ne trouvais pas dans le quartier. C'était sur leur chemin. J'ai demandé si je pouvais monter avec eux pour me faire déposer et récupérer plus tard. Lucas a dit oui. Nous avons marché jusqu'à l'allée ensemble. Lucas a déverrouillé sa voiture. Je suis monté sur le siège passager avant. Cela semblait normal. C'était là où je devais m'asseoir. Lucas a immédiatement dit « Maman, tu dois bouger ». Manon s'assoit là. Je lui ai répondu « Non, je n'ai pas été impoli à ce sujet ». J'ai dit que je ne m'assiérais pas à l'arrière pendant que sa copine prenait l'avant. Je lui ai rappelé que nous en avions déjà parlé. Manon était là, à regarder l'échange, attendant clairement que je cède. Lucas s'est vite irrité. Il a dit que je rendais les choses gênantes, que c'était comme ça qu'il faisait toujours, que ce n'était pas grand-chose. J'ai répondu que c'était important pour moi. J'ai dit que je n'allais pas être traité comme une option secondaire. Au lieu de résoudre le problème, Lucas a soupiré dramatiquement, est sorti de la voiture, a contourné le véhicule pour rejoindre Manon et lui a tendu les clés. Ils sont montés dans sa voiture à elle. Lucas conduisait. Manon a sauté sur le siège avant même que je puisse comprendre ce qui se passait. Ils ont verrouillé les portes. Je suis resté là une seconde, me sentant stupide, comme si je venais d'être délibérément exclu par mon propre enfant. Manon a baissé la vitre et a dit « Si tu veux toujours venir, tu peux t'asseoir à l'arrière ». Ça m'a fait un choc. Ce n'était plus juste de l'agacement. C'était humiliant. Je ne m'étais jamais senti aussi rejeté par mon propre enfant auparavant. Je suis monté à l'arrière parce que je ne voulais pas transformer ça en scène de ménage dans l'allée,
mais tout le trajet a été tendu. Lucas n'arrêtait pas de marmonner que je lui faisais honte. Manon regardait par la fenêtre comme si c'était elle qui était dérangée. Environ 10 minutes plus tard, j'ai dit à Lucas de se garer. Il l'a fait. Je me suis penché en avant et j'ai retiré les clés de sa voiture du trousseau. Les clés de sa voiture, pas celles de Manon. Je lui ai dit qu'il ne conduirait pas la voiture de mon foyer s'il ne pouvait pas faire preuve d'un respect élémentaire. Je n'ai pas insulté Manon. J'ai dit qu'il pourrait récupérer les clés plus tard, mais pas tout de suite. Lucas a pété les plombs. Manon a croisé les bras et ne m'a même pas regardé. Ils m'ont déposé au centre commercial en silence. Dès que je me suis éloigné de la voiture, j'ai ressenti un lourd mélange de colère et de solitude. Je me suis assise là avec mon café et mes sacs de courses, me demandant comment j'avais fini par me sentir comme une étrangère pour mon propre enfant. J'ai repassé le moment en boucle, les portes verrouillées, la vitre qui descend, le ton dans la voix de Manon. J'imaginais que Lucas se calmerait et reviendrait quand il serait temps de me récupérer. Cette supposition était fausse. Nous avions déjà eu des disputes. Il finissait toujours par se calmer. Au bout d'une heure, je lui ai envoyé un texto pour demander où ils étaient. Pas de réponse. J'ai attendu encore 10 minutes et je l'ai appelé, direct sur messagerie. C'est là que l'inquiétude s'est installée. Lucas n'est pas du genre à ignorer son téléphone à moins de vouloir marquer un point. Je suis restée assise plus longtemps que nécessaire, regardant les familles et les adolescents passer, pensant à la rapidité avec laquelle la situation avait dégénéré pour quelque chose d'aussi basique. Je revenais sans cesse à la façon dont Manon m'avait regardé par la fenêtre ouverte, comme si j'étais optionnel. Pendant que j'étais encore assise là, mon téléphone a sonné. C'était mon fils cadet, Léo. Il avait l'air secoué. Il a demandé où j'étais et m'a ensuite dit que Lucas et Manon étaient à la maison. Selon lui, Lucas avait utilisé le double des clés que son père lui avait données et était rentré à la maison après m'avoir déposé. Léo a dit qu'ils étaient dans la chambre de Lucas en train de fourrer des vêtements dans des sacs. Sa console de jeu avait disparu. Son sac à dos, ses chaussures, ses chargeurs, tout ce qui était facile à prendre. Léo m'a demandé si Lucas déménageait pour de bon. Je lui ai dit de ne pas se mettre en travers de leur chemin et de ne pas se disputer avec son frère. J'ai pris un taxi. Tout le trajet, je n'arrêtais pas de penser que c'était allé bien au-delà d'un siège dans une voiture. Ce n'était pas à propos de l'endroit où Manon s'asseyait. C'était le fait que Lucas décidait qu'il n'avait pas à m'écouter du tout s'il n'aimait pas ce que je disais. Quand je suis rentré, Lucas était déjà parti. Sa chambre ressemblait à une rupture en accéléré. Le placard était à moitié vide. Le bureau était nu à part les ronds de poussière là où se trouvaient les objets. Sa voiture n'était plus dans l'allée. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine. Une phrase écrite rapidement. Il disait qu'il allait vivre chez son père parce que je ne le respectais pas. Je me suis senti en colère et insulté. Je l'ai lu 2 fois et je l'ai laissé sur le comptoir. Environ 20 minutes plus tard, mon ex m'a appelé. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé ma version. Il a directement commencé à me dire que je n'avais aucun droit de prendre les clés de voiture de Lucas et que la voiture était légalement la sienne, pas la mienne. Il a dit que si je ne rendais pas les clés avant la fin de la journée, il ferait intervenir la police. Je lui ai dit que Lucas est encore mineur, qu'il vit toujours avec moi et que prendre les clés pour la journée en guise de conséquence n'est pas du vol. Ça ne l'intéressait pas. Il a dit que Lucas lui avait tout raconté et que j'avais dépassé les bornes. Je lui ai dit que Lucas ne lui avait pas tout dit. Je lui ai parlé du problème du siège avant, du fait d'avoir été enfermé hors de la voiture, et du schéma continu de manque de respect. Il a tout rejeté comme étant mesquin. Attendre de son enfant qu'il vous traite comme une personne, c'est mesquin. Pour éviter un drame inutile, j'ai rendu les clés ce soir-là. Je n'allais pas laisser mon ex utiliser la police comme moyen de pression. Lucas est resté chez son père cette nuit-là et n'est pas revenu depuis. Léo est en colère d'une manière plus silencieuse. Il m'a dit que j'aurais dû laisser Manon s'asseoir devant et éviter l'explosion. Mais il a aussi admis qu'il en avait marre d'être traité comme un bruit de fond dès qu'elle est là. Il a dit que Lucas a changé depuis qu'il sort avec elle, plus arrogant, plus méprisant, moins disposé à entendre non. Certains de mes amis pensent que j'aurais dû laisser passer, que ça ne valait pas les retombées. D'autres pensent que Lucas et Manon ont dépassé les bornes et que mon ex est intervenu pour jouer au héros au lieu de me soutenir en tant que parent. Je ne m'excuserai pas auprès de Manon. Je ne m'excuserai pas auprès de Lucas pour avoir exigé du respect.
Je ne l'ai pas mis à la porte. Je ne lui ai pas dit de partir. Il a choisi de faire ses bagages et de partir parce qu'il n'aimait pas qu'on lui dise qu'il ne pouvait pas passer outre mon autorité dans mon propre foyer. Mon fils me manque, mais je ne vais pas faire semblant que c'était juste une histoire de siège de voiture. C'était à propos de la facilité avec laquelle il me rejette quand ça ne l'arrange pas. Commentaire. Commentaire 1. TTB, tu es le trou de balle. Tu veux le siège avant? Conduis ta propre putain de voiture. On ne te manquait pas de respect. On te disait non dans une situation où tu n'avais pas le contrôle et tu as pété les plombs pour ça. Ce n'était pas ta voiture. Pas sa voiture non plus, techniquement, mais certainement pas la tienne. Et pourtant, tu as essayé de dicter les places assises, puis tu as fait escalader la situation quand ça n'a pas été dans ton sens. Pire encore, quand ils ont changé pour sa voiture à elle, tu as encore essayé de t'asseoir à la place du mort. C'est dingue. Ce n'est pas une question d'âge ou de bonne manière. C'est une question de sentiment que tout est dû. Tu n'as pas le droit de réclamer le meilleur siège dans chaque véhicule juste parce que tu es le parent. Et soyons réalistes, les enfants ne vident pas leur chambre entière pour se barrer le jour même pour une seule dispute. Ça n'arrive que lorsque c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après des années de micromanagement, de correction constante et d'une énergie c'est ma façon ou rien, le siège de voiture n'était que l'étincelle. Le feu brûlait déjà. Prendre les clés était un geste stupide. Tu savais très bien que son père interviendrait. Lucas l'a compris instantanément et s'est retiré de la situation. Tu continues de présenter ça comme si tu avais été humilié, mais honnêtement, on dirait quelqu'un qui ne supporte pas de ne plus être la personne la plus importante dans la voiture. Ton fils a une copine. Les couples s'assoient ensemble. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de transformer ça en test de loyauté. Profite de ton aller vide. Commentaire 2. TTB. Tu n'étais pas fâché pour le siège. Tu étais fâché que ton fils choisisse sa copine plutôt que toi en public. C'est pour ça que ça a explosé comme ça. Tu ne voulais pas le siège avant. Tu voulais la confirmation que tu étais toujours plus gradé qu'elle. Quand tu ne l'as pas eu, tu as fait escalader jusqu'à ce que quelqu'un perde. Et ouais, je sais que les gens tombent sur Manon, mais tu fais une grosse projection. Elle n'a pas forcé Lucas à te verrouiller hors de la voiture. Elle ne l'a pas forcé à reléguer son frère à l'arrière pendant des mois. C'est Lucas qui choisit de prioriser sa relation maladroitement et avec immaturité comme beaucoup d'adolescents le font. Ta réponse n'a pas été de corriger ce comportement plus tard. Tu as transformé ça en duel dans l'allée. Tu dis que tu t'es senti irrespecté. D'accord, mais le respect n'est pas automatique juste parce que tu es le parent d'un jeune de 17 ans qui est à moitié parti. Le respect se maintient par la confiance, pas par des rappels constants de la hiérarchie. À la seconde où tu as saisi les clés, tu es passé de parent contrarié à démonstration de pouvoir. Aussi, le truc du centre commercial, tu n'as pas été abandonné. Tu étais une adulte avec sa propre voiture qui a choisi d'attendre et de ruminer parce que tu t'attendais à ce qu'il revienne en rampant. Quand il ne l'a pas fait, tu as pris ça pour une trahison au lieu d'une conséquence. Et oui, le père craint pour avoir menacé d'appeler la police, mais ne faisons pas semblant que tu ne lui as pas donné l'excuse parfaite. Tu savais exactement sur quel bouton appuyer et ça s'est retourné contre toi. Si ton gamin part pour ça, ce n'est pas à cause de Manon ou du siège avant ou de la voiture. C'est parce qu'il en a marre de sentir que chaque désaccord est un test de loyauté. Et à en juger par ce poste, je doute que ce soit le premier. Donc ouais, TTB. Pas pour vouloir du respect, mais pour essayer de le forcer au moment exact où tu le perdais. Commentaire 3. PTB, pas le trou de balle, pour avoir refusé de jouer le jeu. Manon est la reine du siège avant. Mais tu passes à côté du vrai combat, et c'est pour ça que tu continues de perdre. Ce n'est pas à propos d'un siège. C'est à propos de ton ex qui achète une voiture et achète de l'influence. Ton fils sait exactement où est le pouvoir. Papa lui donne des trucs et pas de friction. Maman lui donne des règles et résiste. Donc, il apprend que la façon de gagner est de courir chez papa chaque fois que maman dit non. Et papa n'essaie même pas de le cacher. Il est allé directement à l'option nucléaire avec Bran les clés ou la police. Maintenant Lucas, les gens disent qu'il est dramatique, mais il ne l'est pas. Il est stratégique. Il a fait ses bagages vite en plein jour pendant que tu étais sorti. Il a utilisé le double des clés dont tu ignorais qu'il avait un accès facile. Il n'est même pas resté pour une dispute.
Il voulait te punir et te montrer que tu n'es pas celle qui a le levier. Manon, elle est un symptôme, pas la maladie. Ouais, elle est impolie. Ouais, elle aime le siège avant parce que ça signale qu'elle est supérieure à toi et à Léo. Mais elle ne pourrait pas faire la moitié de ça si Lucas ne voulait pas l'impressionner. Et si papa n'attendait pas avec un filet de sécurité? Lucas est le moteur. Manon est la pom-pom girl qui dit « je suis avec toi ». Un adulte ne devrait pas être poussé à l'arrière comme un bagage. Et Léo ne devrait pas être poussé à l'arrière non plus, surtout dans la voiture de son frère et dans sa propre famille. C'est de la décence élémentaire. Le fait que Lucas le fasse constamment me dit qu'il s'en tire avec ça depuis un moment. Et maintenant il est choqué que tu aies résisté en public là où Manon pouvait voir où tu as merdé. Et je dis ça en tant que personne qui a vu la parentalité divorcée se transformer en guerre mesquine. Prendre les clés n'allait jamais marcher parce que ton ex allait toujours utiliser ça pour te saper. Tu as donné à papa l'ouverture parfaite pour jouer au sauveur vertueux. Tu lui as tendu le scénario. La prochaine fois, ne lui donne pas de munitions. Si tu veux un vrai conseil, arrête de mener des batailles symboliques. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites le siège avant. Tu as besoin de protéger ton foyer et ton plus jeune enfant. Dis à Lucas où tu es le bienvenu ici, mais si tu vis sous ce toit, tu ne traites pas les gens comme s'ils étaient inférieurs. Léo ne bouge pas pour Manon. Si Lucas veut jouer au grand, il peut gérer les conséquences d'adulte. Il peut organiser ses propres transports, repas et lessive. Et il peut vivre avec papa à temps plein si c'est ce qu'il veut. Ne supplie pas. Ne cours pas après lui. Laisse-le sentir à quoi ressemble vraiment la maison de papa quand la nouveauté s'estompe. Et parle à Léo parce qu'en ce moment, il apprend qu'être plus calme signifie se faire pousser vers l'arrière littéralement et figurativement. C'est le gamin qui va payer pour tout ça si tu ne traces pas la ligne durement. Donc ouais, PTB sur le principe, mais ton ex et ton fils jouent un grand jeu pendant que tu te disputes pour des places assises. Mise à jour, je ne m'attendais pas à revenir ici, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis mon poste original, et j'ai besoin de mettre ça au clair parce qu'on me blâme pour des résultats que je n'ai pas choisis. D'abord, j'ai consulté un avocat. Après que mon ex a menacé d'appeler la police pour les clés de voiture, j'avais besoin de comprendre où je me situais réellement. L'avocat a été très clair. Lucas est toujours mineur. La voiture peut être un cadeau de son père, mais elle est garée chez moi, assurée sous un contrat familial que j'aide à maintenir, et utilisée par un enfant qui est légalement toujours sous autorité parentale. Cela ne veut pas dire que je peux la confisquer indéfiniment, mais ça veut dire que je ne suis pas impuissante, contrairement à ce que mon ex a essayé de faire croire. Cette conversation a changé mon approche par la suite. Lucas est resté chez son père pendant quelques semaines. Pendant ce temps, son lycée m'a contacté parce que je suis toujours listé comme le responsable légal principal. Son assiduité a chuté. Des devoirs n'ont pas été rendus. J'ai tout transféré à son père et dit au lycée que Lucas vivait actuellement avec lui. Je ne suis pas intervenu pour arranger les choses. Je n'allais pas nettoyer les dégâts créés par un choix que je n'avais pas fait. Finalement, Lucas a repris contact, pas pour s'excuser, pas pour demander comment j'allais. Il a demandé s'il pouvait revenir à la maison, si on pouvait arrêter de se battre. Je lui ai dit non, pas comme ça. Je lui ai dit que s'il voulait revenir, il y avait des conditions. Pas des négociations. Des conditions. L'une d'elles était qu'il s'excuse auprès de moi pour la façon dont il avait géré la situation. Pas pour sortir avec Manon, pas pour vouloir qu'elle soit sur le siège avant, mais pour m'avoir verrouillé hors de la voiture, m'avoir rejeté publiquement, et avoir fait ses bagages et être parti au lieu de gérer le conflit comme un quasi-adulte. Il n'a pas aimé ça. Mais après quelques jours, il s'est excusé. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était clair. Je l'ai accepté. Ensuite, je lui ai dit qu'il y avait une autre exigence. Manon me devait des excuses aussi. C'est là que tout s'est bloqué. Je ne lui demandais pas de ramper. Je ne demandais pas un discours. Je voulais une reconnaissance que son comportement, surtout le commentaire à la fenêtre de la voiture, était irrespectueux. Lucas a argumenté que je l'entraînais là-dedans. Je lui ai rappelé qu'elle y était déjà. Elle s'est insérée elle-même. Au lieu d'excuses, j'ai reçu un texto de Manon. Ce n'était pas des excuses. C'était soigneusement formulé, passif et défensif. Elle a dit qu'elle était désolée si je m'étais senti mal à l'aise, et qu'elle ne réalisait pas qu'il y avait tant de règles. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
J'ai dit à Lucas que ce n'était pas acceptable. Je ne jouais pas sur les mots. Il m'a accusé d'essayer de contrôler sa relation. Je lui ai dit que je contrôlais mon foyer. J'ai aussi établi de nouvelles règles très clairement. Personne, et je dis bien personne, n'obtient automatiquement le siège avant dans une voiture familiale. Les parents, les grands-parents et les membres de la famille ne sont pas mis de côté pour que la copine de quelqu'un puisse se sentir prioritaire. Si Lucas conduit un véhicule gardé chez moi, ses attentes s'appliquent. S'il n'aime pas ça, il ne conduit pas depuis mon allée. Lucas a dit que ce n'était pas juste parce que la voiture était un cadeau. Je lui ai dit que les cadeaux n'existent pas dans le vide. Si c'est garé chez moi, assuré avec une implication familiale, et utilisé par un mineur, alors ça affecte la famille. Vers cette époque, il y a eu un repas de famille chez ma sœur. Lucas est venu avec Manon. Ma sœur a proposé de conduire quelques-uns d'entre nous pour aller chercher à manger. Manon s'est immédiatement dirigée vers le siège avant. Avant que je dise un mot, ma sœur lui a dit de passer à l'arrière parce qu'elle s'asseyait devant. Lucas a été embarrassé et en colère. Manon avait l'air stupéfaite. Ils sont partis tôt. Lucas m'a plus tard accusé d'empoisonner ma famille contre Manon. Je lui ai dit que je n'avais rien dit. D'autres adultes ne tolèrent simplement pas ce comportement non plus. J'ai arrêté de monter en voiture avec Lucas totalement. J'ai arrêté de demander des trajets. J'ai arrêté de le laisser conduire son jeune frère n'importe où. Léo monte maintenant avec moi ou pas du tout. Ça a résolu beaucoup de frictions au quotidien, mais ça n'a pas réglé le problème plus large. Quelques semaines plus tard, avant même que Lucas ait 18 ans, il a déménagé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas chez son père. Il a trouvé un job étudiant, a mis de l'argent en commun avec un ami et a loué un petit appartement. Son père s'est porté garant pour les papiers. Manon était impliquée aussi. 2 ados qui jouent à la maison. Lucas ne m'a pas prévenu à l'avance. Je l'ai découvert après coup. Depuis, il est heureux. Selon mon ex, il parle à son père régulièrement. Il ne me parle pas. J'ai tendu la main. Je lui ai demandé de passer. Je lui ai demandé de parler. La plupart du temps, je n'ai même pas de réponse. Je lui ai dit que s'il ne prévoyait pas de rentrer, je transformerais sa chambre en bureau. Il n'a pas répondu. Ce qui fait plus mal que prévu, c'est ce qui se passe avec Léo. J'étais tellement concentré sur la gestion des retombées de Lucas que je n'ai pas réalisé à quel point mon fils cadet s'éloignait. Il est plus calme. Il passe plus de temps seul. Je peux voir maintenant qu'il s'est senti invisible pendant longtemps alors que tout tournait autour du chaos de son frère. J'assume ça. J'ai merdé là-dessus, mais je suis une seule personne. J'essayais de gérer 2 ados irrespectueux allant dans des directions différentes et un coparent qui me sape à chaque occasion. Je n'ai pas vu à quel point les choses dérapaient jusqu'à ce que Lucas soit déjà parti. Je ne regrette pas mes attentes. Je ne regrette pas d'avoir exigé du respect. Je regrette d'avoir été prise au dépourvu par la rapidité avec laquelle mon fils a décidé de se détacher au lieu de gérer le conflit. Je ne crois pas que me couper entièrement soit raisonnable. Et je ne crois pas que son père encourageant une indépendance qu'il ne peut pas soutenir financièrement soit responsable. J'ai tout à fait le droit de me soucier d'où il va, avec qui il est, et quel choix il fait quand ces choix affectent mon foyer et mon plus jeune enfant. Mon ex a acheté une voiture qu'il ne peut pas entièrement soutenir à long terme et l'a donnée à un adolescent qui n'était pas prêt pour ce niveau d'indépendance. Maintenant Lucas pense qu'il est grand. Vivant avec un autre adolescent, s'en sortant à peine et refusant de parler à sa mère. Je veux récupérer mon fils. Pas sous ma coupe. De retour dans ma vie, me parlant, répondant aux messages, reconnaissant que j'existe toujours et que je compte toujours. Je ne pense pas que cela fasse de moi quelqu'un de déraisonnable. Commentaire. Commentaire 1. TTB et ta section. L'avocat a dit fait beaucoup de travail de justification. Une voiture garée chez toi ne devient pas magiquement une propriété familiale. Ce que tu as, c'est l'autorité parentale sur l'utilisation de la voiture par un mineur tant qu'il vit avec toi. Ce n'est pas la même chose que de réécrire la réalité en ceci appartient à mon foyer. Et c'est le thème ici. Tu continues d'essayer de transformer tes sentiments en règles que les autres doivent obéir. Tu ne voulais pas juste des excuses, tu voulais la soumission. Tu voulais que Lucas s'excuse. Ensuite tu voulais que Manon s'excuse. Ensuite tu voulais faire la police des sièges dans chaque scénario de voiture. Ensuite tu voulais décider qui conduit qui.
Ensuite tu as menacé de transformer sa chambre. C'est beaucoup de contrôle emballé sous le nom de respect. Du côté de Lucas, il a un père qui le récompense pour être parti et une mère qui traite chaque conflit comme un tribunal où elle peut rendre des verdicts. Il a choisi le parent qui ne le fait pas ramper. Est-ce le plus sain? Probablement pas. Est-ce prévisible? Absolument. Du côté de Manon, c'est une ado qui sort avec un ado. Elle n'est pas ton coparent. Son texto d'excuse était une non-excuse classique d'ado, mais tu n'allais jamais rien accepter de moins qu'elle admettant que tu lui es supérieur. Elle ne va pas faire ça. Aucun ado ne le ferait. Du côté de Léo, c'est le dommage collatéral. Toi disant j'assumerai ça après l'avoir laissé se faire bousculer pendant des mois, ce n'est pas grand-chose. Il t'a regardé être obsédé par Lucas et Manon pendant qu'il apprenait la leçon qu'être calme signifie être ignoré. C'est pour ça qu'il dérive. Si tu veux Lucas de retour dans ta vie, arrête d'essayer de gagner. En ce moment, ton but n'est pas la connexion, c'est la correction. Personne ne veut rentrer à la maison pour ça. Commentaire 2. TTB. Tu ne veux pas récupérer ton fils. Tu veux récupérer ton fils à la position que tu lui as assignée, la tête basse et sa copine remise à sa place. C'est pourquoi chaque chose que tu as écrite est à propos de la hiérarchie. Tu parles encore du siège avant comme d'un trône sacré. Tu as interdit à quiconque de s'asseoir devant comme si tu dirigeais une putain de monarchie. Tu as exigé une double excuse comme si tu collectais un tribut. Tu continues de dire respecter les membres de la famille, mais ce que tu veux dire c'est de m'obéir sans question. Ce n'est pas la même chose. Lucas ne te coupe pas les ponts à cause d'un siège. Il te coupe les ponts parce que tu transformes l'indépendance normale d'un adolescent en faillite morale. Tu as présenté son déménagement comme un fantasme d'enfant gâté. Mais il a trouvé un job, trouvé un endroit, et il se débrouille. C'est littéralement ce que font les ados quand ils essaient d'échapper à un parent contrôlant. Ouais, il va probablement galérer. Ouais, il pourrait revenir en rampant quand le loyer fera mal, mais s'il le fait, c'est parce qu'il a besoin d'un toit, pas parce qu'il est d'accord avec toi. Ton ex craint aussi. Il a allumé la mèche. Acheter la voiture, donner des doubles, menacer des flics, il voulait te saper. Bravo, il a réussi. Mais même s'il n'avait jamais existé, tu aurais quand même poussé Lucas au loin avec cette fixation sur qui s'assoit ou comme preuve de loyauté. Léo est la partie la plus triste. Tu admets que tu l'as négligé, mais tu l'appelles encore un solitaire. Comme si c'était juste sa personnalité. C'est un gamin. Il apprend que l'amour dans ta maison est conditionnel, et que les gens bruyants ont l'attention. Les enfants calmes disparaissent. Si tu veux vraiment une relation avec Lucas, laisse tomber la demande d'excuse de Manon. Arrête d'essayer de gouverner leur relation. Commence à agir comme si tu voulais ton fils, pas une version trophée de lui. Commentaire 3. Tu as construit un système où l'affection est conditionnelle à la conformité. Excuse-toi d'abord. Ensuite, fais s'excuser ta copine. Ensuite, suis les règles de siège. Ensuite peut-être tu pourras rentrer à la maison. Les ados ne se soumettent pas. Ils partent. Lucas ne t'a pas coupé parce qu'il pense qu'il est grand. Il t'a coupé parce que chaque interaction avec toi se transforme en négociation où il a déjà tort. Vivre fauché avec un autre ado semble plus facile que de vivre dans une maison où chaque mouvement est surveillé et jugé. Tu continues de blâmer ton ex et ouais, il craint. Mais même sans lui, ton approche aurait créé de la distance. La consultation de l'avocat, le cadrage sur la propriété familiale, l'interdiction du siège, la menace sur la chambre, tout ça renforce la conviction de Lucas que tu te soucies plus du contrôle que de la connexion. Ce qui est vraiment ressorti, c'est Léo. Tu as admis avoir été prise au dépourvu par la distance qu'il a prise. Ça veut dire que c'est arrivé lentement pendant que tu étais occupé à combattre Lucas. Ce n'est pas de la malchance. C'est un signal d'alarme. En ce moment, tu es en voie de perdre tes deux fils émotionnellement, l'un bruyamment et l'un silencieusement. Tu dis que tu veux récupérer ton fils dès que possible. Cette urgence fait partie du problème. Les relations ne se remettent pas en place selon ton calendrier, surtout quand l'autre personne sent que contact égale conflit. Si tu ne changes pas ta façon d'aborder ça, pas tes règles, mais ton état d'esprit, tes futures mises à jour seront à propos des fêtes qu'il rate et des appels qu'il ne retourne pas. Et tu seras encore en train de demander qui avait raison pour le siège avant. Mise à jour, je ne pensais pas revenir écrire une mise à jour comme ça,
mais la situation ne s'est pas stabilisée. Elle s'est fracturée davantage. Et à ce stade, je documente autant pour la clarté que pour avoir une perspective extérieure. Quelques mois après mon dernier poste, Lucas a eu une urgence médicale. Ce n'était pas mortel, mais c'était assez sérieux pour que l'hôpital me contacte parce que j'étais toujours listé comme son contact d'urgence. Son père n'était pas en ville. Manon était là. Les parents de Manon étaient là aussi. J'y suis allé. J'ai géré la paperasse, parlé à l'infirmière, et attendu pendant que les examens étaient faits. Je n'ai pas évoqué le passé. Je n'ai pas dit « je te l'avais bien dit ». Je suis venu parce que je suis sa mère. Lucas a été poli mais distant. Il m'a remercié. C'était tout. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas Lucas. C'étaient les parents de Manon. Ils m'ont à peine reconnu. J'ai découvert pourquoi plus tard. Une semaine après cette visite à l'hôpital, les parents de Manon m'ont contacté directement. Ils voulaient les purifier l'air. Ils ont dit que Lucas avait été sous stress, qu'il essayait d'être indépendant, et que peut-être j'avais besoin de desserrer mon emprise. Ils ont présenté ça comme un malentendu entre familles. J'ai coupé court immédiatement. Je leur ai dit que je ne fais pas de coparentalité avec des inconnus. Je ne négocie pas les attentes du foyer avec les parents de la copine de mon fils. Quelle que soit la version des événements qu'ils ont entendus, ils l'ont entendu d'adolescents qui me sapent depuis des années. Je n'étais pas intéressé par une réunion de groupe pour valider ce récit. Ils n'ont pas aimé ça. Lucas a pris leur parti. À peu près au même moment, la situation de vie de Lucas s'est stabilisée. Les parents de Manon l'ont aidé à obtenir un emploi à temps partiel plus constant grâce à une connaissance. Ils l'ont aidé avec les transports et l'emploi du temps. Il a commencé à payer son loyer de manière plus fiable. De l'extérieur, on aurait dit qu'il s'en sortait. Ce que personne ne semble vouloir dire à voix haute, c'est qu'il ne l'a pas fait seul. Il ne s'est pas fait tout seul. Il a été soutenu, juste pas par moi. Ensuite, Léo a implosé. Il a commencé à sécher les devoirs. Il a craqué contre un professeur. J'ai été convoqué pour une réunion et j'ai réalisé que j'avais complètement mal lu à quel point tout ce gâchis l'avait affecté. J'ai essayé de corriger le tir. J'ai passé plus de temps avec lui. J'ai arrêté les conversations sur Lucas. Je pensais qu'on reconstruisait quelque chose. J'avais tort. Léo a commencé à passer plus de temps avec son frère. D'abord les week-ends, puis de plus longues périodes. Finalement, il a demandé s'il pouvait emménager avec Lucas pour un moment. Je ne l'ai pas combattu. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il avait l'impression que tout à la maison tournait autour du conflit et que chez Lucas, les choses semblaient plus légères. Il a dit que Lucas le comprenait. Il a dit que j'étais toujours tendu. Il a déménagé 2 semaines plus tard. Je ne pense pas que les gens comprennent ce que ça fait à un parent. Un enfant qui vous coupe les ponts, c'est dévastateur. 2. Ça ressemble à de l'effacement. Lucas a eu 18 ans peu après. Il y a eu une petite fête. Son père était là. Manon était là. Les parents de Manon étaient là. Je n'étais pas invité. Personne ne me l'a dit directement. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'ai essayé la thérapie après ça. Tout le monde n'arrêtait pas de dire que j'avais besoin de traiter et de réfléchir. Je suis allé à quelques séances. Ce que j'ai obtenu, c'est un étranger essayant de tout recadrer comme étant mon échec. J'ai arrêté d'y aller. J'en ai marre qu'on me dise qu'attendre un respect élémentaire fait de moi le problème. Qu'est-ce qui cloche avec les gens autour de moi? Mon ex achète une voiture qu'il ne peut pas entièrement soutenir, la donne à un ado, puis joue les choquer quand cet ado croit qu'il est intouchable. Les parents de Manon interviennent comme s'ils sauvaient un pauvre enfant opprimé sans remettre en question une seule fois la version qu'on leur a servie. Et mes fils décident que le parent qui a imposé des attentes est jetable. Je ne vais pas mentir. Il y a des jours où je regarde cette voiture et je ressens de la rage. Cette stupide voiture a fait exploser ma famille. Je veux qu'elle disparaisse. Je veux que mon ex paie pour ce qu'il a déclenché. Il n'a pas juste donné un véhicule à Lucas. Il lui a donné une sortie et lui a dit que c'était la liberté. Je ne comprends pas du tout le comportement de Léo. Je n'avais jamais imaginé qu'il me quitterait aussi. Je n'avais jamais pensé qu'il s'alignerait avec la même dynamique qu'il avait mis sur la touche pendant des mois.
Cette trahison fait plus mal que la défiance de Lucas parce que Léo savait ce que ça faisait d'être mis de côté. J'ai pris une décision et les gens ne vont pas l'aimer. J'ai fini de courir après eux. Je n'irai pas à la remise de diplôme de Lucas. Je n'irai pas à un mariage où je ne suis pas désiré. Je ne me pointerai pas plus tard en faisant semblant que rien ne s'est passé alors que j'ai été jetée au moment où je suis devenue gênante. Si Lucas a des enfants un jour, il pourra leur expliquer pourquoi leur grand-mère n'est pas là. Ce sera sa responsabilité, pas la mienne. Les gens n'arrêtent pas de me dire que c'est définitif, que je vais le regretter. Je ne pense pas qu'ils comprennent combien de dégâts ont déjà été faits. Les relations ne guérissent pas quand un côté est censé tout avaler et sourire. Les relations d'adolescents ne durent pas éternellement. Manon ne sera pas là pour toujours. Quand ça finira, et ça finira, Lucas réalisera éventuellement qui était vraiment là quand les choses n'étaient pas faciles. Il comprendra la différence entre l'indulgence et l'attention. Ce jour n'est pas aujourd'hui. D'ici là, je prends du recul. Je n'ai pas abandonné mes enfants. Ils se sont éloignés de moi et j'ai fini de me contorsionner pour prouver qu'attendre du respect n'était pas de la maltraitance. S'ils reviennent un jour avec une vraie responsabilité, je pourrai leur pardonner. D'ici là, j'ai fini de m'expliquer. Commentaire. Commentaire 1. Madame. Vous souffrez. Je comprends. Mais vous mettez le feu à votre propre maison et appelez ça de l'autopréservation. Vous êtes venu à l'hôpital. Bien. C'est ce qu'un parent fait. Mais ensuite vous avez fait volte-face et pratiqué la politique de la terre brûlée à cause d'une fête d'anniversaire et d'une thérapie qui ne vous validait pas. Vous continuez de blâmer la voiture comme si elle était maudite. La voiture n'a pas fait exploser votre famille. La voiture a exposé la fracture existante. Papa est permissif. Vous êtes rigide. Et les deux enfants ont appris qu'ils ne peuvent pas respirer autour de vous quand vous êtes en mode respect. Vous êtes obsédé par le fait d'avoir raison et ça vous coûte d'être proche. Les parents de Manon qui vous contactent, c'était agaçant. Sûr, mais vous n'avez pas juste dit non merci. Vous les avez essentiellement traités comme des ennemis. De leur point de vue, ils aident un gamin qui se débrouille, travaille et essaie d'être stable. Pendant ce temps, vous parlez de vouloir détruire la voiture. Vous vous entendez? Et le truc du « je n'irai pas à la remise de diplôme, au mariage, voir les petits-enfants ». Ce n'est pas de la dignité. C'est vous essayant de les punir par votre absence. Sauf que ça ne les punira pas comme vous le pensez. Ça va juste confirmer l'histoire qu'ils se racontent déjà. Maman ne montre de l'amour que si tu te comportes comme elle veut. Léo qui part est déchirant, mais ce n'est pas non plus une trahison. Les enfants suivent là où la température émotionnelle est plus basse. Si la maison ressemble à marcher sur des œufs, ils partent. Ils n'écrivent pas de dissertation pour l'expliquer. Vous voulez récupérer vos fils. Laissez tomber la prophétie sur le départ de Manon et Lucas réalisant qu'il aime. L'amour n'est pas un piège que vous posez pour qu'il se déclenche plus tard. Vous êtes toujours en train d'éduquer comme si vous essayiez de gagner un procès. Commentaire 2. Vous êtes passé de « la copine de mon fils s'assoit sur le siège avant » à « je veux détruire la voiture et je ne serai pas à son mariage ou quand il aura des enfants ». Ce n'est pas une réaction stable. C'est vous essayant de leur faire mal en retour parce qu'ils vous ont fait mal en premier. Le plus fou, c'est que vous continuez de dire que vous êtes la seule adulte sans comité de soutien, mais chaque adulte que vous décrivez répond à votre intensité. Les parents de Manon aident votre fils avec un travail et de la stabilité. Vous interprétez ça comme une attaque. Vous allez en thérapie et le thérapeute ne vous couronne pas immédiatement reine de la rectitude, alors vous arrêtez. Vous ne cherchez pas de l'introspection. Vous cherchez un verdict. Lucas n'est pas un bébé innocent, mais ce n'est pas le diable non plus. Il fait ce que beaucoup de jeunes de 18 ans font. Travail, loyer, copine, prétendre qu'il est grand. Et oui, il reçoit de l'aide parce que c'est comme ça que les jeunes survivent. Vous êtes fâché. Ce n'est pas votre aide, mais vous avez rendu votre aide conditionnelle au fait que tout le monde s'excuse de la manière exacte que vous exigez. Léo qui part est le plus gros indice. Les enfants calmes ne quittent pas un environnement stable. Ils quittent un environnement stressant. Il ne vous a pas trahi. Il a choisi de ne plus être le dépotoir émotionnel pendant que vous ragez sur Lucas. Aussi, les relations d'ado ne dureront pas. Peut-être, mais si vous êtes assise là à attendre que Manon le largue pour pouvoir dire « tu vois, maintenant tu as besoin de maman », vous n'aimez pas votre enfant.
vous souhaitez son chagrin d'amour pour prouver un point. C'est tordu. Si vous voulez un futur avec vos fils, arrêtez de leur faire mériter votre présence. La remise de diplôme n'est pas une récompense que vous distribuez. C'est un moment où vous vous présentez parce que vous êtes leurs parents. En ce moment, vous choisissez l'orgueil plutôt que la connexion et vous appelez ça des limites. Seconde histoire. J'ai été opéré et j'ai dit à ma petite amie d'emménager et de prendre soin de moi comme ma mère l'a fait pour mon père quand j'étais enfant. Elle a refusé. Moi, homme de 32 ans, j'ai eu un grave accident de voiture, mais je pourrais bientôt quitter l'hôpital. Le médecin a dit que je n'aurais pas de séquelles permanentes, mais je vais passer par un long processus de rééducation pour pouvoir marcher normalement à nouveau, et au moins pour les premiers mois, j'aurai besoin d'aide pour les choses basiques. Je suis en couple depuis 5 ans avec ma petite amie, 30 ans, mais nous ne vivons pas ensemble. Quand ma mère est venue me rendre visite, elle a demandé si je voulais qu'elle emménage chez moi ou si ma petite amie me donnerait le soutien dont j'ai besoin. J'ai parlé à ma petite amie en supposant qu'elle emménagerait avec moi pour au moins les 6 à 8 mois qu'il faudra pour que je puisse prendre soin de moi à nouveau. Elle a été très claire en disant qu'elle n'emménagerait pas et ne m'aiderait pas de la manière que j'attendais. Son plan était de payer une auxiliaire de vie pour moi et de me rendre visite pour que nous puissions passer du temps ensemble puisque je ne pourrais pas sortir pendant un moment comme nous le faisions. Je dois dire que je ne vis pas bien l'idée d'être aussi dépendant. Mais je m'étais convaincu que cette expérience pourrait renforcer notre relation. Mon père a eu un accident du travail quand j'avais 12 ans. Et mes souvenirs de ma mère prenant soin de lui ont façonné une partie de mon idée de l'amour et du dévouement. C'est à ça que je me raccrochais pour faire face à ce que j'imagine être quelques mois très humiliants et difficiles pour moi. C'était assez choquant de l'entendre dire qu'elle prendrait soin de moi juste à sa manière et que si je n'étais pas d'accord avec ça, alors je devrais demander à ma mère de s'occuper de moi à la place. Il y a aussi des facteurs culturels. Je suis français et sa famille semble avoir voyagé à travers la moitié du monde. Du côté de sa mère, son arrière-grand-mère était italienne et a immigré au Brésil où elle a épousé un Portugais. Du côté de son père, son grand-père était néerlandais, a immigré en Espagne et a épousé une Espagnole. Ma petite amie est née au Brésil mais a vécu pendant de nombreuses années aux États-Unis et au Royaume-Uni. Je mentionne cela parce que nous avons déjà fait face à de nombreuses différences culturelles, les siennes venant de multiples cultures, et je ne sais pas si c'est un autre cas de ce genre. En tout cas, il n'y a pas eu de dispute. C'est difficile de se disputer avec elle parce que, eh bien, elle ne se dispute pas. Elle pourrait aussi bien être la fille du Dalai Lama. Elle perd rarement patience et est très éloquente. Elle a simplement exposé les options et m'a dit de décider. Dire que je suis mécontent serait un euphémisme. Mais ce qu'elle a proposé a du sens, et c'est ce qui me fait me demander si je suis un idiot d'être contrarié à ce sujet. Commentaire. Commentaire 1. Je soupçonne que tu ressens cela parce que son idée de prendre soin de toi contraste radicalement avec ton souvenir romancé et idéalisé de ton enfance. Tu t'attendais vraiment à ce qu'elle ou ta mère trime pour toi pendant 6 à 8 mois à ta disposition. Ouais, tu dépasses définitivement les bornes. Est-ce que l'une de ces dames travaille à l'extérieur? Ta copine est une perle. Elle connaît ses propres limites, sait ce qu'elle tolérera, propose de bons plans, et communique très clairement et bien. Commentaire 2. TTB. Être aidant est une responsabilité énorme et un fardeau. Juste parce que ta mère l'a fait ne signifie pas que quelqu'un d'autre sur Terre doit le faire, surtout s'il y a des ressources et des choix. À quel point faut-il être égoïste? Commentaire 3. Tu ne lui as sans doute jamais demandé d'emménager avec toi auparavant. Donc, ce n'est pas juste d'attendre d'elle qu'elle accepte cette offre fabuleuse parce que tu as maintenant besoin d'aide. Vous n'êtes pas mariés et vraisemblablement tu ne proposes pas le mariage. Pourquoi devrait-elle tout laisser tomber pour te servir? Je te recommanderais fortement de ne pas lui mettre la pression pour faire ça car cela pourrait causer une tension énorme sur votre relation. Pendant ce temps, pense à comment tu peux construire la relation vers quelque chose où vous vous sentez tous les deux assez engagés l'un envers l'autre pour vouloir être là l'un pour l'autre dans des moments comme celui-ci. Pour moi, on dirait que tu n'as pas assez investi avant pour avoir le type de relation que tu veux soudainement parce que tu es dans le besoin. Désolé pour ton malheur et j'espère que tu iras mieux rapidement. Mais ouais, TTB, estime-toi chanceux. Elle veut rester dans les parages et peut-être pense à comment travailler vers le type de relation que tu imagines. Mise à jour, hier, j'ai posté à propos de mon dilemme avec ma petite amie qui a dit qu'elle ne prendrait pas soin de moi pendant ma rééducation. Je suis tellement idiot que le post a fini par être signalé comme faux.
Je n'avais aucune idée que mon idéalisation était aussi absurde. J'ai lu assez de commentaires pour réaliser que je suis le trou de balle dans cette situation. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde individuellement parce qu'il y avait trop de commentaires, et je ne veux pas en faire trop. Je suis encore en convalescence, donc je vais répondre aux questions principales et donner une mise à jour ici. J'aime ma petite amie. Je ferai n'importe quoi pour elle et je sais que c'est la bonne. Nous ne sommes pas mariés parce qu'elle ne le veut pas. J'ai pensé à lui demander de m'épouser lors de notre première année ensemble. Je lui en ai parlé parce qu'elle n'est pas une grande fan des surprises et je savais que si je faisais une grande demande publique, elle dirait non sans hésitation, même si elle voulait se marier. Comme vous l'avez peut-être remarqué, elle a des limites très claires. Bref, elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée par le mariage, que le mariage ne signifiait rien pour elle, et que ça ne la rendrait pas plus ou moins engagée dans notre relation. Elle a dit que si c'était important pour moi, nous pourrions nous marier un jour. J'y ai pensé pendant longtemps. Et évidemment, j'étais très contrarié aussi, parce que j'avais idéalisé l'achat d'un énorme diamant, elle étant très heureuse, et le montrant à ses amis, ce qui, je le savais, n'arriverait pas pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. En gros, une pensée stupide dans plus d'un sens. Après avoir bien réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas réellement un fort désir de me marier. J'avais simplement cette idée que la prochaine étape était le mariage et qu'une femme attend une bague. Quant à vivre ensemble, je l'ai suggéré aussi. Je m'attendais à ce qu'elle emménage avec moi pendant le confinement, mais elle a fini par avoir une amie chez elle qui n'avait pas de famille et ne voulait pas être seule. Et elle a aussi fait venir sa mère du Brésil parce que sa mère était une sorte de sceptique du Covid. Et de cette façon, ma petite amie avait un peu plus de contrôle sur les pitreries de sa mère. Après la pandémie, nous en avons reparlé, et elle a dit qu'elle serait partante, mais que nous devrions trouver un autre endroit et trouver certaines choses comme avoir des chambres séparées. Elle aime avoir son propre espace, organisé à sa façon. Elle a dit que quand elle voudrait être seule, elle passerait quelques jours dans un hôtel, ce qu'elle a fait quand son amie et sa mère vivaient avec elle. Certaines de ces choses me semblaient étranges, mais rien de vraiment scandaleux, et j'étais d'accord. Nous cherchions un endroit avant mon accident. Concernant mon niveau de dévouement et si je serais prêt à faire la même chose pour elle. Oui, je ferais n'importe quoi pour elle. Un exemple que je peux donner est que je sais qu'elle a beaucoup voyagé et vécu dans de nombreux pays. Avant la pandémie, elle ne restait jamais plus de 6 mois au même endroit. La pandémie a laissé des traces et maintenant elle n'est pas aussi enthousiaste à l'idée de voyager et n'a pas de projet de déménagement. Cependant, je sais que ce n'est pas son état naturel et qu'éventuellement elle voudra bouger à nouveau. Peut-être juste dans une autre ville, peut-être dans un autre pays. Je sais que cela arrivera tôt ou tard et je suis prêt à faire mes valises et à la suivre. Si demain elle me dit qu'elle veut déménager en Chine, je chercherai des billets d'avion et un nouveau kinésithérapeute. Quant au fait d'attendre qu'elle laisse tout tomber pour prendre soin de moi, ce n'est pas ce que j'attendais. Je n'aurai pas besoin d'autant d'aide ni pour si longtemps. Je ne peux pas faire grand-chose physiquement, et j'ai besoin d'aide pour me déplacer, au moins jusqu'à ce que je sois assez bien pour utiliser des béquilles. Mais je peux m'occuper de mon hygiène personnelle tout seul. Elle travaille, mais elle n'est pas obligée. Elle a beaucoup de projets. C'est difficile de suivre combien de choses elle fait, mais actuellement elle dirige une agence de contenu SEO très prospère et développe un projet crypto. Je sais qu'elle a beaucoup de liberté parce que parfois elle passe plusieurs jours à regarder Netflix et dit qu'elle n'a pas envie de travailler. Elle a des employés et leur laisse essentiellement les choses à gérer et leur dit de se débrouiller. D'autres jours, elle est très occupée, a plein de réunions en ligne qu'elle déteste et se plaint qu'aucun de ses employés n'est compétent. Bref, je sais qu'elle pourrait équilibrer le travail avec le soin de ma personne ou simplement ne pas travailler du tout, et ça n'affecterait pas ses finances. Nous n'avons jamais combiné nos finances, donc je ne sais pas vraiment combien elle gagne ou à quoi ressemble sa situation financière. Je paie toujours pour tout ce que nous faisons ensemble parce que je pense que c'est ma responsabilité en tant qu'homme, et je gagne très bien ma vie, mais honnêtement, je pense qu'elle gagne beaucoup plus d'argent que moi. Elle paie les frais de scolarité d'une cousine et a permis à sa mère de prendre sa retraite à 40 ans. Et je sais qu'elle envoie aussi de l'argent à sa grand-mère. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la logistique ou à ce que les choses seraient réellement en pratique. Comme je l'ai dit, j'avais idéalisé la situation. Nous n'avons pas une grande différence de taille, mais je pèse probablement 2 fois plus qu'elle, et ce serait certainement très difficile pour elle de m'aider à me soulever. Je n'ai pas ignoré son offre de payer pour une auxiliaire de vie, bien que je n'ai peut-être pas vu cela comme un geste aussi généreux que beaucoup d'entre vous.
Je pourrais payer pour une auxiliaire moi-même. Et comme ma petite amie est très détachée de l'argent, je n'ai pas vraiment vu cela comme un sacrifice ou une démonstration d'amour. Elle a une femme de ménage et une cuisinière. Selon elle, c'est moins cher pour elle de travailler et de payer des gens pour faire ces choses que de perdre des heures de travail à cuisiner et nettoyer la maison. Et elle ne veut certainement pas faire ça sur son temps libre. Pour ceux qui ont dit qu'elle est égoïste ou ne se soucie pas de moi parce qu'elle n'a pas proposé de prendre soin de moi comme je l'attendais, je dois dire, vous êtes complètement à côté de la plaque. Elle est généreuse, gentille, et la personne la plus compréhensive et empathique que je connaisse. Le type de personne qui, quand un serveur se trompe dans sa commande, l'acceptera pour que ça ne soit pas déduit de sa paie. Elle a entendu par des proches qu'une cousine éloignée avait abandonné la fac de droit parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre, et elle a offert d'aider à payer ses frais de scolarité. Elle ne s'était pas parlé depuis l'enfance, et elle n'a pas hésité une seconde à aider sa cousine à réaliser son rêve. L'année dernière a été vraiment dure pour mon frère. Il a fini par dormir sur mon canapé pendant presque 1 an. Il s'est fait arnaquer et s'est retrouvé avec beaucoup de dettes. Il a dû vendre presque tout ce qu'il possédait et a ensuite perdu son emploi quelques semaines plus tard. Il est tombé en dépression. Je ne pense honnêtement pas qu'il serait sorti de ce trou si ce n'était pour ma petite amie. Elle venait tous les jours et jouait à la PlayStation avec lui pendant des heures. J'étais à la maison, mais je devais travailler et je ne pouvais pas lui donner autant d'attention. Et je ne savais pas non plus comment aider. Parfois il restait juste assis en silence pendant des heures. D'autres fois, il parlait pendant des heures. Quand il a arrêté de se doucher, elle lui a dit que sa puanteur gâchait son jeu et que ses victoires ne comptaient pas parce qu'il trichait. Après quelques victoires invalides à cause de l'odeur, il a recommencé à se doucher. Elle a réussi à le faire manger même quand il ne voulait pas. Elle cuisinait des plats réconfortants, surtout des desserts, et au début, mon frère mangeait surtout par politesse. Elle l'a aidé à voir que perdre son travail n'était pas la fin du monde parce qu'il détestait ce travail de toute façon. Elle l'a aidé à accepter que se faire arnaquer avait été une erreur stupide de sa part et que c'était normal parce que nous faisons tous des choses stupides. Petit à petit, il a commencé à se remettre sur pied. Il a repris ses études, a changé de domaine, et a obtenu un travail qu'il aime vraiment. À un moment donné, il a fait une rechute et ne voulait pas prendre les médicaments que son psychiatre avait prescrits. Et ma petite amie lui a dit qu'elle lui avait donné la chance de guérir par lui-même, mais que ce n'était plus optionnel, et que s'il ne prenait pas les médicaments lui-même, elle allait le traiter comme ses chiens et lui enfoncer la pilule dans la gorge. Je ne sais pas s'il l'a cru ou s'il a juste trouvé ça drôle et ridicule. C'est mon jeune frère, mais c'est un énorme go muscu, donc c'était comme un lapin défiant un ours. Mais il a pris les médicaments et n'a arrêté que lorsque le psychiatre l'a approuvé. Bref, elle a aidé mon frère à sortir d'un trou très profond. Je ne lui ai jamais demandé. Elle a pris l'initiative et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Je n'ai jamais pensé qu'elle était égoïste et je ne pourrais jamais le penser. Et mon irritation à propos de l'idée de l'auxiliaire de vie n'était pas parce que je pensais qu'elle ne tenait pas assez à moi pour aider. Je pense que ça couvre les questions principales que j'ai vues jusqu'ici. J'ai parlé à ma petite amie et accepté l'aide qu'elle a suggérée. Je dois préciser qu'elle n'a pas juste offert de payer pour une auxiliaire. Elle a offert d'organiser tout ce qui est lié à ma convalescence. Je veux dire, interviewer les soignants, choisir celui qu'elle pense être le meilleur, organiser les repas et les courses, décider qui m'emmènera en rééducation et tout ça pour que je puisse essentiellement être juste un invalide dont on s'occupe. Elle a aussi dit qu'elle ne peut pas s'engager à m'emmener en rééducation, au moins pour les 2 premiers mois, parce qu'il y a 2 semaines, elle a signé un contrat avec un nouveau client et ne sait pas à quoi ressemblera son emploi du temps tant qu'elle n'aura pas organisé les choses pour que tout tourne sans avoir besoin d'elle. À cause de cela, elle ne peut pas non plus promettre qu'elle me verra tous les jours. Mais elle a dit que si elle est trop occupée, elle pourrait travailler depuis chez moi certains jours. Je ne suis pas complètement heureux, mais j'ai accepté que je suis le trou de balle et je vais juste laisser les choses se dérouler et voir comment ça se passe. Peut-être que je reviendrai dans quelques mois pour dire comment l'expérience s'est passée. Oui, elle est trop bien pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par l'écoute de ce genre d'histoire, nous en avons plus en réserve pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime, et partagez-la avec vos amis.